À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Au moins 16 morts, dont un Français. Dernier bilan de l'attaque terroriste dans la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. On est là à une quarantaine de kilomètres de la capitale d'Abidjan, la capitale économique du pays. Abidjan, c'est ça. Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Express et fin connaisseur de l'Afrique et de ses problématiques. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est ciblée de cette manière ? Oui, une action terroriste de cette nature, analogue à celle qu'on a pu connaître très récemment, d'abord à Bamako, au Mali, en novembre dernier, puis plus près de nous, à la mi-janvier, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Alors, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu la violence politique de la crise post-électorale de 2011, mais en termes de cible, non. Est-ce une surprise ? La réponse est évidemment non. Pour plusieurs raisons, Dakar, capitale du Sénégal, Abidjan étaient perçus par les services de renseignement africains et occidentaux comme des cibles, je dirais, idéales en termes symboliques pour la nébuleuse djihadiste. Pourquoi idéal ? Parce que touristique, parce que très exposé, parce que très regardé par le monde occidental ? Parce que la Côte d'Ivoire coche toutes les cases quand on veut frapper à la fois les esprits et châtier en quelque sorte les ennemis. La Côte d'Ivoire, c'est d'une certaine manière l'un des pays les plus français d'Afrique subsaharienne, avec le Sénégal. Abidjan comme Dakar sont des capitales cosmopolites, ouvertes, mondialisées, globalisées. Et puis surtout, la Côte d'Ivoire est aussi engagée aux côtés de la France dans la lutte contre la nébuleuse djihadiste. Il y a des contingents ivoiriens, par exemple, dans la force déployée au Mali, et réciproquement, vous avez entre 550 et 600 militaires français qui sont stationnés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils frappent la Côte d'Ivoire, les terroristes, à peu près pour les mêmes raisons que celles qui ont fait qu'ils ont frappé Paris ? Oui, c'est-à-dire qu'il reste malgré tout, et Dieu sait qu'on a mesuré combien l'Hexagone lui-même n'était plus immunisé contre l'attaque terroriste en 2015, mais il reste plus facile de frapper la France là où elle est que de frapper en France. 18 000 ressortissants français, binationaux ou pas, vivent en Côte d'Ivoire. 3 900 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc ce sont autant de cibles pour ces commandos djihadistes. Alors Maxime Ledo vous demande sur Twitter avec le hashtag un matin, est-ce que cet attentat est un moyen d'atteindre la France via l'étranger ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la France qui était visée ou est-ce que c'est allé un peu vite en besogne ? Non, il y a de toute façon dans ce type de démarche toujours une double cible. La France, puisqu'elle apparaît comme en quelque sorte la tête de pont de la lutte contre le djihadisme, non seulement au Sahel mais en Afrique en général, et puis également bien entendu au Moyen-Orient, et puis c'est une manière aussi de punir les alliés, des croisés, comme on dit dans la rhétorique des sites djihadistes, c'est-à-dire les pays africains qui sont engagés aux côtés de la France dans ce combat global. Tous ceux qui parlent au diable sont le diable en quelque sorte, dans leur façon de voir les choses. Exactement leur perception des choses. L'attentat a été revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, qu'est-ce qu'on sait des terroristes ? Est-ce qu'on en sait déjà quelque chose ? Que ce sont des Ivoiriens ou des individus venus d'ailleurs, a priori ? Ce qui complique la donne, c'est qu'aujourd'hui, la nébuleuse djihadiste n'a plus besoin d'envoyer des Algériens, par exemple. Elle a la capacité de recruter localement, et donc il est évidemment plus facile de passer inaperçu quand on est de peau noire et que l'on veut se mouvoir sans se faire remarquer dans cet univers-là. Alors, AQMI, oui, très probablement, la revendication va sans doute être authentifiée et détaillée dans les heures qui viennent. Mais j'ai tendance à penser que ce pourrait être Al-Mourabitoun, c'est-à-dire la mouvance à l'intérieur de la galaxie AQMI, qui est animée par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, et qui déjà avait revendiqué les attentats de Bamako, puis de Ouagadougou. Bamako, c'était 20 morts, donc 14 étrangers le 20 novembre dernier. Ouagadougou, c'était une trentaine de tués. On a une question de deux bobos sur Twitter. En attaquant un nouveau pays, Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne montre pas que les groupes islamistes perdent du terrain ailleurs ? Hélas, c'est l'inverse, parce que l'autre message subliminal qui est administré ici, c'est que au-delà de l'ère sahélienne, et d'abord du Nord Mali, qui était au fond le cœur du réacteur de cette séquence djihadiste, il y a cette capacité à frapper dans des pays qui jusque-là étaient considérés comme épargnés. Alors ce qui est vrai, c'est que plus globalement, l'État islamique, lui, est dans une situation délicate et perd du terrain en Syrie et en Irak. Mais en vertu de la théorie des vases communicants, l'État islamique maintenant fait glisser une partie de ses effectifs et de ses cadres sur la Libye, qui est cette sorte de grand trou noir sécuritaire au nord de la zone qui nous occupe ici. Le mode opératoire hier, une attaque sur une plage, des hôtels rappellent la fusillade sur la plage de Sousse, le 26 juin 2015 en Tunisie. Il y avait alors 40 morts et autant de blessés environ. Est-ce que ça veut dire qu'en attaquant l'économie comme ça, ils ont trouvé entre guillemets la formule gagnante ? Parce qu'on sait qu'en Tunisie, quand on va à Djerba aujourd'hui, c'est le désert. Ils ont gagné d'un point de vue économique. Est-ce que là, c'est exactement la
duplication du même processus? L'enjeu touristique est moins crucial, moins vital pour la Côte d'Ivoire, qui est une véritable puissance économique en convalescence, c'est vrai, que pour la Tunisie. Mais il n'en demeure pas moins que ce type d'action est infiniment dissuasif, à la fois pour les touristes qui envisageraient de revenir en Côte d'Ivoire, notamment sur les plages du littoral, mais aussi pour les expatriés qui avaient fait de Grand Bassam ou Assini, une autre plage fameuse, leur lieu de villégiature le week-end. Dernière question, Vincent Hugeux. La Côte d'Ivoire, la Turquie aussi, on le disait dans le rappel des titres, la Tunisie, enfin la liste devient très longue. Y a-t-il une volonté de coordonner des attaques, une vraie internationale du terrorisme, ou est-ce que ça reste chacun dans son coin? Méfions-nous de cette lecture un peu systémique qui voudrait qu'il y ait un grand marionnettiste qui tirerait les ficelles. Non, vous avez évidemment une grande autonomie des cellules qui parfois agissent puis ensuite se revendiquent de tel ou tel. Ce qui est vrai et ce qui est préoccupant pour les années à venir, c'est que le marché de la terreur est hautement concurrentiel et que vous avez aujourd'hui une très funeste émulation entre, je dirais grosso modo, la galaxie État islamique qui a le vent en poupe parce que c'est le nec plus ultra de la cruauté et du maximalisme opérationnel et je dirais Acme Canal historique qui tente de survivre. Un tout petit exemple. Oui, absolument. Un tout petit exemple. Mokhtar Belmokhtar, dont on vient de parler à l'instant, Al-Mourabitoun, a réitéré sa loyauté envers donc Ayman al-Zawahiri, le successeur de Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda, alors même qu'un de ses lieutenants, lui, l'an dernier, avait fait allégeance à l'État islamique. Merci beaucoup Vincent Hugeux pour ces explications toujours limpides. On vous lit avec plaisir toutes les semaines dans les pages de l'Express. Merci et bonne journée à vous.